Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber et associé. Et justement, mes détectives privés sont... Laurent Vachaud, j'aime mon nez, j'aime respirer avec. Philippe Sedbon, oublie Laurent, c'est Kinotown. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Chinatown sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, pour évoquer ensemble, après Rosemary's Baby, un autre chef-d'œuvre de Roman Polanski. Mais avant tout, comme à l'accoutumée, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff. C'est pas vrai. Eh si. Mais pour l'heure, Philippe, chef enquêteur, nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Nous sommes en 1937 à Los Angeles et le privé Jake Gittes enquête sur un adultère, comme d'habitude, un peu minable, et il découvre, sans le faire exprès, un énorme scandale de détournement d'eau potable régi par un milliardaire joué par John Huston, le père du film noir. Il va enquêter de plus en plus, ça devient de plus en plus dangereux, il va y perdre une partie de son nez. You know what happens to nosy fellas? They lose their noses. Et il va tomber amoureux et replonger dans son propre passé. Parfait, The Kid stays in the podcast. Et maintenant, Laurent réouvre le dossier qu'il connaît mieux que personne et nous raconte la genèse du chef-d'œuvre Chinatown de Roman Polanski. Alors la genèse, elle a été quand même détaillée dans moult livres qui ont été écrits, parce que Chinatown, il faut le dire, est un des films sur lesquels il y a eu le plus d'écrits. Hein. Genre, il y a même un livre entier qui s'appelle The Big Goodbye par Sam Wasson, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui détaille tout, et on apprend même des tas de choses qu'on ne savait pas, hein, notamment que Robert Town avait un nègre. You name it, he goes it. Hein, le scénariste. Donc en fait la genèse, hein, ça vient de Robert Town, hein, qui est un natif de Los Angeles, qui connaît la ville comme sa poche depuis sa tendre enfance, qui a même grandi dans l'île de Catalina, qui a un rôle dans Chinatown, puisque c'est là que se trouve l'Albacore Club de Noah Cross. Et il avait écrit donc ce scénario, enfin il lui a mis beaucoup de temps à l'écrire, hein, parce que Town est un scénariste qui est très très lent. Il lui faut parfois des années pour compléter un script, mais c'est souvent des scripts qui sont extrêmement épais, qui font plus de 200-250 pages. Et parallèlement à ça, hein, Town était connu pour, enfin on le sait hein, maintenant, surtout être script doctor, c'est-à-dire retaper les scénarios des autres. Et il est surtout devenu célèbre en faisant ce genre de travail sur des films comme Bonnie and Clyde ou Le Parrain. Et Chinatown a été finalement son premier film qu'il a écrit vraiment en tant que scénariste seul, mais enfin, donc, comme je le dis, on a appris après qu'il n'était pas seul, qu'il avait un secrétaire ou un co-scénariste, on ne sait pas trop exactement qui était ce type qui s'appelait Edward Taylor, je voudrais quand même qu'on le cite, parce que est-ce que c'est vraiment dans le livre The Long Goodbye qu'on a appris son existence ? Oui, parce que en fait, l'auteur Sam Wasson est allé vraiment consulter les manuscrits d'époque, enfin les tapuscrits, et il a vu qu'il y avait une autre écriture dans les marges, hein, de quelqu'un qui faisait des remarques, qui faisait des changements, et il s'est demandé qui c'était, et c'est comme ça qu'il a découvert l'identité de Edward Taylor, qui en gros avait travaillé sur tous les scénarios de Robert Town, hein, sans que Town vraiment ne le mentionne, et je ne sais pas quel arrangement il devait y avoir entre eux, puisqu'il devait quand même y avoir un arrangement financier, mais paraît-il que Taylor ne demandait absolument pas à être crédité. Ce qui est quand même un peu curieux. Bon, après, Taylor est mort, il paraît que Town n'est même pas allé à son enterrement. Donc il y avait une relation un peu étrange entre ces deux types qui étaient visiblement quand même des co-scénaristes, même si Town est peut-être celui qui faisait le plus gros du travail, ou du moins qui a eu l'idée de départ. Parce que cette idée, donc, il était Town était toujours un type qui voulait faire un scénario qui se passe à Los Angeles, qui parle vraiment de la ville, de la naissance de la ville. Il était très fan des romans de Raymond Chandler, donc il voulait un petit peu marier tout ça. Et il s'est beaucoup documenté, hein, en lisant notamment sur des tas de choses sur toute cette histoire du détournement d'eau, enfin, qui était crucial pour Los Angeles, puisque Los Angeles étant établi dans un désert, sans eau, ça peut pas se développer très longtemps. Middle of a drought and the water commissioner drowns. Only in LA. Et il avait cette idée comme ça de faire de l'eau
un petit peu le méchant du film, hein. C'est-à-dire c'était cette espèce d'antagoniste un peu qui serait ensuite représenté par le personnage de John Huston. Mais un détective qui suivrait le parcours de Law comme ça et où Law aurait un rôle vraiment très important dans l'histoire. Ça lui paraissait très intéressant. Et donc, il était en train d'écrire ce scénario-là. Il l'a mentionné à Robert Evans, qui voulait, lui, au contraire, le débaucher pour écrire une adaptation de Gatsby le Magnifique, qui sera finalement écrite par Francis Coppola, hein. Et parce que Evans, pardon, voulait caser sa femme, Ally McGraw, l'actrice de Love Story. Il voulait à tout prix lui trouver des rôles, hein. Donc, il voulait qu'elle joue dans Gatsby le Magnifique. Finalement, ça a été Mia Farrow. Et quand il a entendu parler de Chinatown, je crois qu'Evans a toujours dit qu'il avait jamais vraiment rien compris à l'histoire, hein, parce que c'est une histoire quand même extrêmement nébuleuse, noire. Mais il voyait d'abord un rôle pour Ally McGraw, hein. C'est comme ça que ça a commencé, puisque le rôle de Elvin Mulray au départ était vraiment envisagé pour Ally McGraw par Robert Evans. You see, I'm Mrs. Evelyn Mulray. You know Mr. Mulray's wife? Not, that Mulray. Yes, Mr. Geddes, that Mulray. Donc il a fini par écrire un énorme scénario qui était conçu pour Jack Nicholson, hein, puisque Jack Nicholson était un ami de Robert Towne, et Towne voulait aussi écrire un rôle pour Nicholson qu'il connaissait depuis toujours, et qui n'était pas encore devenu un acteur vraiment star, hein, Nicholson. Il avait joué dans des films de Bob Rafelson, il avait joué dans Easy Rider, il avait joué dans quelques films comme ça, mais c'était bien avant Evolution Nid Coucou, donc... c'était bien avant, c'était à peu près juste avant, hein, puisque c'est 74, hein, Chinatown, le pot de coucou, c'est 75. Donc c'est ce film, hein, quand même, qui a fait de Nicholson un peu une star, Chinatown. Il voulait comme ça un scénario où Nicholson serait quasiment dans toutes les scènes, hein. C'est-à-dire que c'est pour montrer un peu vraiment toutes les capacités de Nicholson et pas seulement quelques aperçus seulement que les autres films avaient laissé entrevoir, puisque là on peut voir toute la gamme un petit peu du personnage de Nicholson. Et il y avait quelque chose qui le fascinait, c'était comme il connaissait quand même Nicholson depuis très longtemps, il trouvait que Nicholson avait une capacité d'indignation à l'écran qui était dans la vie plutôt quelqu'un qui pouvait se mettre en colère pour des choses vraiment qui le rendaient fou, quoi. C'est-à-dire, il avait jamais vu ça à l'écran. Comme la fameuse scène de Five Easy Pieces quand il s'énerve après la serveuse. Yes, you all have to leave. I'm not taking any more of your smartness and sarcasm. You see this sign? Voilà, et non, mais là c'est plutôt l'indignation, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il y a des choses vraiment qui le font sortir de ses gonds. There's a waterlogged drunk in the morgue, involuntary manslaughter if anybody wants to take the trouble, which they don't. It seems like half the city is trying to cover it all up, which is fine by me. C'est-à-dire des choses morales qui le font sortir, immorales plutôt, qui le font sortir de ses gonds. Et il voulait un petit peu montrer ça à l'écran. Donc c'était déterminant pour l'écriture de Gittes. Il avait d'abord conçu, hein, il paraît, alors je sais pas si ça a été dès le départ, mais en tout cas il voulait faire 3 volets, hein, de cette histoire. Il voulait montrer donc Chinatown, le premier volet. Après, des années après, retrouver le personnage de Gittes dans une autre histoire qui s'appelait The Two Jakes, où l'eau serait remplacée par le pétrole, hein, pour montrer aussi l'évolution de la ville tout en montrant l'évolution des personnages, et un 3e volet qui se passerait, alors je pense que dans les années 60, je crois, mais qu'ils n'ont jamais fait puisque Two Jakes avait été un énorme échec. Donc en fait, voilà, c'était son grand œuvre, hein, il voulait faire ça. Et Evans voulait, lui, que cette histoire soit mise en scène en fait par quelqu'un qui n'était pas américain, parce qu'il trouvait qu'il y aurait un regard européen. Puis c'était la mode, hein, Evolution Nid Coucou, ils allaient faire venir Miloš Forman. Enfin, c'était l'idée comme ça que les Européens pouvaient s'intégrer dans le nouvel Hollywood en offrant un regard quand même peut-être plus, différent en tout cas sur des histoires très américaines. Et donc il est allé chercher Roman Polanski qui connaissait depuis Rosemary's Baby, hein, Evans, puisque c'était la Paramount qui avait produit Rosemary's Baby. Et à l'époque, Polanski était un petit peu dans le creux de la vague, c'est-à-dire qu'il vivait en Italie. Il avait fait un film qui s'appelait What? What movie? The movie! What? We're in a movie, aren't we? What? That's right! What movie? What? That's the name of the movie! Qui avait été un énorme échec et une grosse déception pour lui parce que Polanski était persuadé que ça allait marcher. Il avait même pris des parts producteurs là-dedans et il s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau et sans vrai projet d'envergure. Il essayait toujours de monter son scénario sur, je crois, Les Pirates. Il n'y arrivait pas. Et du coup, il a vu le scénario de Chinatown comme une opportunité aussi de se refaire, hein, c'est-à-dire d'abord d'avoir un très bon salaire parce que c'était un film qui allait vraiment être
une grosse production. Il y a la seule chose qui le bloquait un peu, c'était qu'il fallait retourner à Los Angeles, hein, puisque Los Angeles avait été le cadre du meurtre de sa femme Sharon Tate et il voulait plus retourner là-bas. Donc il y est quand même retourné, mais il paraît que c'est quelque chose qu'il n'était pas très à l'aise. Enfin au début, bon, ils l'ont installé dans une maison. Et je pense que tout ça transparaît quand même un peu dans le film aussi, hein. C'est-à-dire que c'est aussi l'histoire d'une femme à la fin qui est tuée, hein, quand même, Evelyn Mulwray. Donc il y a une espèce de désenchantement, il y a une espèce d'amertume, de noirceur comme ça que Polanski a sûrement apporté à une histoire qui était déjà très noire aussi, hein, quoi. Mais avant que tu nous parles aussi des clashs qu'il y a pu y avoir entre Town et Polanski, en particulier sur cette fin qui est particulièrement noire, je voudrais demander à Philippe quelque chose, c'est qu'en parlant du genre noir, c'est qu'en fait Town a pensé que la meilleure façon de parler de Los Angeles, de la ville, était le genre du film noir. Et c'est vrai qu'il y a même un genre en lui-même qui est le Elle est noire, qui est formidable. Et c'est comme tu disais, le fil conducteur, le méchant, c'est l'eau. Et Philippe, tu sais quelles sont les 4 saisons de Los Angeles, on dit ? L'été ? Non, il y a le feu, les glissements de terrain, les tremblements de terre et les émeutes. Oui. donc en fait, quand Polanski a été engagé, il est allé à Los Angeles pour retravailler le scénario, parce que comme je le disais, le scénario était énorme, hein, il n'était pas tournable en l'état, partait un peu dans tous les sens. Et donc, ils se sont mis au travail pendant, je crois, un mois ou 2, hein, je crois que c'était assez long, pour ramener ça à un volume plus normal. Et là, ils ont quand même fait... Alors, Polanski n'est pas crédité, hein, au générique comme co-scénariste, mais il paraît quand même qu'il a fait quand même un travail assez considérable pour remettre le scénario d'aplomb. Et ça, il l'a fait en faveur parce qu'il trouvait que Town avait porté ce scénario depuis très longtemps, que c'était pas normal qu'il le signe pas entièrement, ce qui est quand même un truc assez généreux, hein, parce que là, quand on voit comme des gens peuvent changer, des fois ils ont écrit 3 mots, ils veulent à tout prix être crédités. Mais je pense que Chinatown aurait dû être un scénario où Polanski aurait dû être crédité comme co-scénariste, parce qu'il a notamment changé la fin. Et il a fait couper énormément de scènes, resserrer des choses. Enfin, c'est pas juste un petit polish, hein, c'est-à-dire que c'est un vrai travail de co-scénariste. Et parfois, ils n'étaient pas d'accord. Tu dis petit polish pour petit polonais, pour Polanski, c'est ça ? C'est pas un polish, ouais. Le polish du polac, quoi. Et ils ont donc eu des points d'achoppement, hein, puisque Polanski voulait que ça se termine mal, Town voulait que ça se termine mal, mais pas de la même manière, c'est-à-dire qu'il voulait qu'elle tue son père à la fin et qu'elle aille en tôle. Et lui pensait qu'il fallait que ça se termine par la mort de la femme, quoi, et que le méchant s'en sorte. Parce que Polanski pense que les fins doivent être marquantes, c'est-à-dire il pense que si on fait un truc où le bien finit par triompher à la fin un peu artificiellement, bah le film ne laisse pas de traces et se dissipe dans la mémoire du spectateur. Alors que des fins terribles comme ça, cruelles, marquent durablement. Et ça, c'est son apport sur ce scénario-là. Je pense que c'est cette fin. Et reflète aussi, comme tu dis, son expérience tragique avec la famille Manson. Il y a quelque chose qu'il faut juste ajouter pour ce scénario-là. Il faut montrer que faut toujours replacer les films dans leur époque, hein. C'est-à-dire que on est dans les années 70, on est au moment du Watergate, après la guerre du Vietnam. Il y a énormément de films qui un peu portent le mood de leur époque, hein. C'est-à-dire que il y a plein de films comme ça, après le Watergate, qui ont commencé à mettre en question le pouvoir, enfin, mettre en évidence la corruption, le mensonge. Donc, tous ces films, il y a beaucoup de films de privés, comme ça, de cette époque, qui mettent en scène des détectives privés, hein, ou des enquêteurs, disons, qui sont plongés dans des affaires ténébreuses où les apparences ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être et où la vérité est souvent très, très difficile à trouver et devient extrêmement corruptrice pour le personnage principal. On peut citer par exemple The Long Goodbye, le privé de Robert Altman en 72. Après, il y a eu Chinatown. On peut citer aussi La Fugue d'Arthur Penn, hein, avec Gene Hackman. I saw a Romer film once. It was kind of like watching paint dry. J'ai revu les deux pour l'émission. Et donc tous ces films, hein, ont un peu une noirceur, même s'ils sont un peu différents, parce que par exemple
Chinatown a été un gros succès, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Mais on a beaucoup de films comme ça à cette époque-là, hein, c'est-à-dire qui montrent des personnages qui ne réussissent pas. C'est-à-dire, Mais c'est intéressant parce que c'est un film autant sur les années 40 que sur les années 70. Effectivement, Voilà. c'est un film parano et ça se reflète dans la magnifique bande-son de Michael Small qui est tout d'un coup saxo comme les films noirs, mais tout d'un coup effleure aussi les grands films de parano politiques et sociaux de cette époque particulièrement tumultueuse. Mais c'est au tour de Philippe de boire une rasade de scotch et de sortir un flingue de son tiroir et de nous parler un peu plus de l'exceptionnel casting du film. Et pour moi, c'est le meilleur rôle de Jack Nicholson, et de loin. Je trouve il est irréprochable dedans. C'est qui n'est pas toujours le cas. Hein. Même dans ses meilleurs rôles, il a toujours des dérapages, il a toujours des moments de cabotinage, etc. Là, jamais. Même quand le personnage en fait trop, lui n'en fait pas trop. Et donc, c'est son premier film mainstream, c'est-à-dire le premier film vu par un très grand public. On l'avait découvert dans Easy Rider, après des années de série B chez Roger Corman, etc. On l'a revu dans 5 pièces faciles, 5 Easy Pieces, où il est fantastique aussi, mais c'était un film d'auteur, suivi de The Last Detail, La Dernière Corvée, où il était tout aussi fantastique, mais encore un film un peu obscur quand même. Écrit par Robert Charlton Town. arrive. Écrit par Robert Town, déjà, Écrit par Robert Town, exactement. Et arrive donc Chinatown, où tout d'un coup, tout se cristallise pour lui. C'est-à-dire, physiquement, il est à son top. Il est beau, il est vif. Il a l'œil qui brille. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le top de Nicholson. D'autant plus que moi, j'ai vu pour l'émission la suite, The Two Jakes, qui tournait une quinzaine d'années après. Et c'est une catastrophe nucléaire, c'est-à-dire c'est lui qui l'a réalisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a 20 kilos de plus, il est à l'œil endormi. C'est l'inverse de Gittes qu'on connaît et qu'on a aimé. Donc Mais c'est pour ça que ça s'appelle les deux Jakes, parce qu'ils pèsent 2 fois plus que dans le premier, en fait. C'est ça. Oui, mais je crois que c'était voulu. Hein. Il voulait montrer aussi que c'était plus le même personnage, quoi. Mais quand même, le fait est que ça retire toute l'énergie du film, parce que le truc qui fait vivre Chinatown aussi, c'est la prestation de Nicholson, c'est-à-dire. Et puis, comme tu dis, on l'avait vu dans des films plus marginaux, entre guillemets, avec un look de marin, un look bizarre dans Easy Rider. Tout à coup, là, il est habillé comme Gatsby au début, avec ce costume blanc. You're right. When you're right, you're right. You're right. C'est peut-être des restes du Gatsby, tu vois, mais il est magnifique. Il est très mince, il a des cheveux qui commencent à être un peu fragiles, mais c'est pas grave parce que cette coiffure gominée et ce visage magnifique font le reste, si tu veux. Il a ce charisme qui font de lui une des plus grandes stars mondiales et qui façonne le Nicholson qui va devenir après Vol au-dessus de coucou. Pour moi, c'est son rôle. C'est-à-dire, après, le reste, il a plus ou moins brodé autour, il a plus ou moins amélioré des choses, il en a oublié d'autres, hélas. Mais là, c'est vraiment le Nicholson, quoi. C'est celui qui est irréprochable, qui est parfait, quoi. Et dans le film, qu'il domine complètement, il a des bons partenaires. Il a évidemment Faye Dunaway dans un rôle très mystérieux, très bizarre, très malsain aussi, qui est cette femme qui a été abusée par son père, on va pas tout spoiler, mais enfin, qui vit une vie complètement pourrie avec une fille qui est aussi sa sœur, etc. Enfin, c'est vraiment un rôle compliqué, parce qu'elle est froide, elle n'a pas de grande scène, une peut-être, de show-off, elle a vraiment une seule scène, celle où elle prend les gifles et qu'elle avoue son passé à Gittes. I said I want the truth. She's my sister. She's my daughter. Le reste du temps, elle est en retrait, elle est en froideur, etc. Donc ce couple fonctionne très très bien. Et à côté, il y a l'énorme John Huston. Ouais, mais attends, avant que tu passes à John Huston, je voulais demander à Laurent, c'est vrai que Jane Fonda était éventuellement pressentie en dehors de Ali McGraw? Oui, ils ont voulu prendre Jane Fonda, ils ont voulu... de toute façon, c'est toujours les mêmes actrices, hein, L'Exorciste, ils voulaient prendre Jane Fonda à un moment, enfin, c'était toujours un peu les mêmes noms qui revenaient, parce que c'était des filles qui étaient très demandées, qui jouaient des films à succès. Enfin, Banat Dunaway, elle avait eu un parcours
Elle avait commencé avec Jerry Schatzberg, hein, avec qui enfin non, déjà elle avait commencé avec Bonnie and Clyde bien avant, mais elle avait cette réputation d'être un peu je dis pas une emmerdeuse, mais une fille un peu compliquée, hein, c'est-à-dire un peu caractérielle. Et ça s'est très mal passé avec Polanski, mais je pense que sa nature comme ça a servi le personnage aussi, parce que tu vois qu'elle est très névrosée. Tu vois mais elle a des subtilités de jeu par moments qui te frappent pas à la première vision. C'est-à-dire que notamment dans la scène d'amour, par exemple, après la scène d'amour avec Nicholson. Tu vois, elle est nue dans le lit, lui est à côté, et il lui dit qu'il a vu son père, en fait, qu'il est allé voir son père. You saw my father? Quand elle entend le nom de son père, tu la vois qu'instinctivement, elle se couvre comme ça avec les bras. Ouais, comme ça, tu vois. C'est Comme vrai. si tout d'un coup, sa nudité lui posait problème, comme si elle voulait se cacher. Enfin, et si, quand tu connais après la suite, quand tu connais le dénouement, tu vois vraiment qu'il y a quand même une construction du personnage qui est assez. Elle est assez fantastique parce qu'elle n'est pas aidée par ce masque que lui a fait Polanski avec ses sourcils, tu sais, qui sont incroyablement fins, comme ceux de la mère de Polanski et qui étaient la mode de l'époque, mais qui sont pas faciles. Et finalement, elle arrive à transcender ça et avec peu de matériel, comme tu disais, Philippe, faire vivre quand même le personnage de façon extraordinaire parce que elle est tout le temps présente. Et on les recommande d'ailleurs. Je dois en profiter pour recommander l'extraordinaire documentaire de Laurent Bouzereau de l'ami Laurent Bouzereau sur Faye Dunaway. Donc à regarder, à découvrir, avec ou à Faye redécouvrir. Dunaway. Avec Faye Dunaway elle-même, mais c'est une actrice qui a quand même une palette extraordinaire et qui arrive même avec pas beaucoup de texte à faire vivre un personnage. Incroyablement. Laurent parlait de la fameuse scène de lit là où elle change de comportement, elle se couvre à la poitrine, etc. Mais elle le fait pendant tout le film. Dès que le nom de son père est mentionné, elle bégaye. Elle bégaye, ma father, elle dit plusieurs fois. C'est vrai. Quand tu regardes le film, il y a des choses qui sont... Je te dis, moi, c'est un film que j'ai vu je sais pas combien de fois, hein, et quand tu le revois, tu vois des choses que tu n'avais pas remarquées. Et ça, c'est quand même la marque des grands films, hein, c'est-à-dire que tu te lasses jamais parce que tu découvres toujours des détails qui étaient planqués souvent. Et là, par exemple, quand tu vois qu'au début, en fait, le personnage de Faye Dunaway, il y a d'abord une fille qui vient, qui se fait passer pour elle. Mrs. Mulwray is waiting for you. Mrs. Mulwray, may I present Mr. Giddens? C'est-à-dire, c'est Diane Ladd qui est la fausse Madame Mulwray, en fait. C'est elle qui met Nicholson sur l'affaire, hein, en fait. Elle vient lui dire, voilà, mon mari me trompe, il faudrait le suivre et tout ça. Et tu vois que la fille joue la grande dame, c'est-à-dire qu'elle est avec un fume-cigarette. Elle en fait un peu trop pour jouer la distinguée, tout ça. Et quand tu apprends après que c'est une actrice qui avait été engagée pour faire la grande dame, tu t'aperçois en fait que c'est une mauvaise actrice. Donc elle joue comme une mauvaise actrice, la grande dame. C'est fort, c'est pas facile facile à faire. La grande dame qui apparaît après, c'est-à-dire quand tu vois Dunaway pour la première fois, quand elle vient chez Gittes pour le menacer d'un procès, hein, parce que tu vois qu'elle a pas du tout ces artifices comme ça pour avoir l'air très très impressionnant. Elle a juste 2-3 phrases et ça suffit vraiment pour poser son personnage et pour montrer qu'elle rigole pas. Si tu veux. Et ça, c'est vraiment assez subtil dans l'écriture, dans l'interprétation. I see you like publicity, Mr. Giddens. Well, you're going to get it. Et c'est des détails qu'on ne perçoit pas forcément tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a la mauvaise actrice et il y a la vraie. Et c'est un processus, en fait, qu'on peut remarquer pendant tout le film, c'est-à-dire de montrer quand même deux objets ou deux sujets similaires dont l'un est altéré et l'autre pas. C'est-à-dire il y a une montre cassée et l'autre intacte. Il y a un feu arrière de voiture cassé et un qui ne l'est pas. T'as le verre de la lunette de soleil qui tombe et l'autre qui est intact. T'as l'œil de Faye Dunaway où il y a un défaut dans l'iris. Donc t'as toujours cette figure comme ça de deux objets dont l'un est altéré. Quand tu t'aperçois à la fin que la clé du mystère est donnée par une paire de lunettes à double foyer dont un verre est cassé et l'autre, tu t'aperçois qu'en fait Polanski a déjà intégré dans plein de plans du film ce qui va être la clé du mystère, c'est-à-dire cette figure comme ça de deux objets dont l'un est cassé et l'autre intact. Si tu veux. Et ça, c'est un truc que tu perçois pas du tout la première fois. Et je vous dis, on en avait parlé quand on faisait Rosemary's Baby, mais à l'époque, hein, il était complètement intéressé par ce bouquin qui s'appelait Eye and Brain, hein, qui parlait de la persistance rétinienne, enfin tout ce que l'œil pouvait enregistrer, sans forcément être conscient de ça tout de suite. Mais ça marque la mémoire.
Et quelque part, ça participe quand même à quelque chose qui impressionne le spectateur et qui peut comme ça le mettre sur la piste inconsciemment de la vérité, un petit peu comme le privé comme ça. Et donc c'est sûrement ça. Moi, quand je l'avais vu, j'en avais parlé et il avait dit oui que ça, il avait fait ça exprès. Voilà, c'est-à-dire que Intéressant. c'est quelque chose qui était voulu, quoi. Ouais, Philippe, parle-nous un peu de Noah Cross, s'il te plaît. Noah Cross, ouais, le personnage, c'est le diable, c'est le mal incarné, c'est la corruption, c'est la richesse, c'est l'infamie personnifiée. You've got a nasty reputation, Mr. Gibbs. I like that. Et le choix de John Huston pour le rôle est absolument génial parce que comme je disais, c'est le père du film noir. Il a réinventé le film noir avec Le Faucon Maltais. C'est un immense réalisateur et c'est devenu un acteur très étonnant, qui est souvent dans ce genre de personnage machiavélique, bon enfant, débonnaire, mais en fait qui était un profond salopard. Et il a ce physique presque simiesque, c'est-à-dire qu'on dirait presque un orang-outan par moment. D'ailleurs, il a joué un orang-outan dans un cheval. Et il a ce côté singe, mais très sophistiqué, avec une gestuelle très élégante. En plus, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il a beau être beaucoup plus vieux que Nicholson, il a quand même une tête de plus que lui, et t'as l'impression qu'il aurait le dessus sur Nicholson physiquement s'il y avait une bagarre. Il a une façon de bouger, de parler, avec une affectation, etc., qui avait d'ailleurs très bien imité Eastwood dans Chasseur blanc, cœur noir. Ah ouais. Il refaisait les gestes de John Huston de très bonne manière, sa voix aussi. Et donc Huston, il domine le film malgré il y a quelques scènes, lui aussi, on le voit pas énormément, mais tu sens qu'il comme une ombre sur Los Angeles. C'est-à-dire, c'est vraiment le diable qui s'est installé à Los Angeles, qui veut lui sucer la moelle jusqu'au bout. You may think you know what you're dealing with, but believe me, you don't. Mais tu vois aussi comment ils évitent le cliché, tu vois, c'est-à-dire que quand on le rencontre la première fois, Noah Cross, il est avec des bretelles, des bottes d'équitation. Il reçoit pas Gittes dans une grande salle à manger, tu vois, très huppée et tout ça. C'est carrément dans une écurie avec tout le temps des décors ouverts vers l'extérieur. Si tu veux. C'est pas dans un metteur en scène pas très malin ou aurait mis ça dans un truc de cliché avec le gars qui est dans un château, tu vois, dans un truc extrêmement gothique, ouais. Et là, c'est presque le paysan, enfin le mec, tu vois, qui est. Ça, c'est très intelligent et c'est parce que ça rappelle Mulholland. Tu sais, c'est ces barons qui ont créé Los Angeles, qu'on peut voir aussi dans There Will Be Blood, tu sais, le film de Paul Thomas Anderson. Et ça, c'est bien parce que c'est à la fois, il est à la fois extrêmement charismatique et comme tu disais, Philippe, c'est une ombre qui, même quand il est pas là, on a peur de lui, en fait. Ouais. Mais quand il reçoit Nicholson dans cet endroit, évidemment c'est anti-cliché, c'est très bien vu, mais c'est aussi parce qu'il le reçoit parce que c'est une petite main pour lui, Nicholson. Il va pas l'inviter dans sa salle à manger ou son salon. Il le fait manger sur la terrasse, dehors, dans l'écurie. Je pense qu'il y a un mépris pour la personne, quoi. Oui, il arrête pas de se tromper sur son nom aussi, tu vois, il l'appelle Gitz. Et l'autre a beau le reprendre 2-3 fois, il continue à l'appeler Gitz, tu vois. Good afternoon, Mr. Gibbs. Giddis. C'est vrai, il paraît que c'est vrai, hein, que machin, oui, ça va pas le prononcer. C'est Huston qui n'arrivait pas à dire Gitz, et finalement ils l'ont laissé, ils ont eu raison. Et il y a des choses marrantes quand même. Tu vois, ça commence, il y a juste Noah Cross qui dit à Gitz, j'ai appris que vous couchiez avec ma fille. Are you sleeping with her? Et en fait, il se trouve qu'à l'époque, Nicholson vivait avec Angelica Huston, la vraie fille de John Huston. Donc, tu as presque un double, tu vois, un côté la fiction rejoint la réalité. Laurent, à propos de double encore, tu peux nous parler aussi de Nicholson qui, tout d'un coup, a découvert que sa mère, ou plutôt que sa sœur était sa mère dans la vie. Ouais, alors ça c'est après. Hein. C'est-à-dire qu'après, je crois qu'il faisait la promo de Chinatown, ça devait être donc en 1974. En fin 74, je pense, ou je sais plus quand est sorti Chinatown aux États-Unis, peut-être vers le mois de mai, juin, mais enfin, je crois que c'est plus après, ou alors est-ce qu'il était en train de tourner un autre film? Mais enfin, il voyait des journalistes qui faisaient un papier sur lui, et c'est les mecs qui lui ont appris ça. Alors, j'ai pas lu le papier d'époque, mais il a appris la vérité par ces journalistes qui avaient fait donc une recherche poussée et qui avaient découvert que sa mère était en fait la personne qui pensait être sa sœur, puisque c'était
une fille mère, hein, qui avait donc eu un enfant avec un type qui s'était barré, et comme elle était très jeune, pour éviter le scandale, tout ça, enfin donc on voit ça dans certaines histoires, hein, c'est-à-dire que t'as souvent, on va faire passer la grand-mère a dû faire croire qu'elle était enfin, il y a eu un espèce de complot familial comme ça, oedipien, et c'est quand même quand il arrête pas de lui filer des claques dans Chinatown, et qu'elle dit c'est ma sœur, c'est ma fille. She's my daughter. I said I want the truth. She's my sister. Ça reflète quand même de manière assez troublante ce que Nicholson a pu vivre après, quoi. Absolument. Il ne savait pas à l'époque, c'est ça qui est encore plus troublant, quoi. Ouais. Le casting est formidable dans les seconds rôles aussi, comme tu disais, Philippe. On a vu Diane Ladd, qui était extraordinaire dans Wild at Heart. Un qui est extraordinaire, je trouve, c'est Perry Lopez. Hello. How are you? Lousy cold I can't seem to shake, but otherwise, I'm okay. Qui est un acteur peu connu, qui a beaucoup joué d'Indien dans les westerns, bizarrement. Et qui là joue le flic, Escobar, il s'appelle. Et qui est formidable parce qu'il est effacé, il fait pas un grand numéro d'acteur, mais il est extrêmement présent. Tu sens que Nicholson le respecte et Gittes le respecte beaucoup alors que c'est un personnage secondaire et tout ça, mais il prend une grande place dans le film et je trouve qu'il est parfait. Il revient dans The Two Jakes, vieilli avec une jambe en moins parce qu'il est allé à la guerre entre-temps, et il est tout aussi bon. C'est-à-dire, hommage à Perry Lopez que personne connaît, mais que quelques personnes connaîtront grâce à ce texte. Et puis en plus, d'un coup, on a un détective mexicain joué par un latino, un mexicain, et non pas par Charlton Heston, donc c'est bien. Il y a Darrell Swerling qui joue Hollis Murray, qui est un petit personnage effacé comme une souris, qui est avec des petites lunettes à double foyer, etc., mais qui en fait est un vrai justicier parce qu'il essaye de révéler le scandale de l'eau potable au grand jour et il se fait assassiner, bien évidemment. Mais il existe, c'est un personnage qui existe, qui est formidablement incarné, je veux dire. Il n'a pas grande occasion de jouer, mais en tout cas, il l'incarne très bien. Et là, je trouve, moi, un acteur formidable que j'ai redécouvert en revoyant le film, c'est Joe Mantel. Go back and they screw a little bit more. Walsh, just listen to me for a second. Qui joue l'associé de Jake, qui est cette espèce de, là aussi, un petit bonhomme au physique de fonctionnaire avec des petites lunettes, qui est le souffre-douleur de Gittes. Il ressemble à Buck Henry. Oui, c'est ça, une espèce de petit mec qui ressemble pas à grand-chose. My God, Walsh, is that what you spent your day doing? Look, you tell me to take pictures, I take pictures. Et qu'on retrouve dans The Two Jakes aussi, dans le même rôle, dans la même fonction, etc. Et je trouve que c'est un très bon acteur. On peut parler brièvement aussi quand même de Bruce Glover, le papa de Crispin Glover. Ouais. Il fait l'autre associé. Ouais. Et il y a Burt Young. Call me Jake. How you doing, Curly? Il y a Polly. Ouais. Il y a Polly qui apparaît dans la première séquence du film. En client malheureux qui apprend que sa femme... Alors, cette première séquence, quand on a Polly et ses persiennes, cette belle lumière dorée, j'avais l'impression d'être dans Roger Rabbit, tu sais, avec Polly qui a un peu Bob Hoskins, et on voit l'influence qu'a pu avoir Chinatown sur ça, et aussi sur Rango. Tu te rappelles, Laurent, où tout d'un coup, John Huston était joué par une tortue en dessin animé. Ouais, c'est bien. Dès la première scène, quand tu vois Burt Young qui découvre les photos de sa femme en train de copuler avec un type, tu vois qu'il est en train de, il est en train de gémir comme ça. Et tu vois qu'il y a des stores, tu vois, des stores vénitiens. Et tu vois qu'il commence à taper dessus, tu vois, à vouloir. Et t'as Nicholson qui est avec son costume immaculé, tu vois, très très comme ça, qui lui dit, attends, tu vas pas bousiller mes stores vénitiens. All right, Curly, enough's enough. You can't eat the Venetian blinds. I just had them installed on Wednesday. Et tu te dis, en fait, bousiller les stores vénitiens, c'est un peu bousiller, tu sais, le cliché de l'éclairage du film noir où t'as toujours des stores comme ça. Et t'as l'impression que c'est, en gros, ce que Polanski va faire dans le film. D'ailleurs, c'était l'affiche. Tu sais que c'était l'affiche de Two Jakes. C'était Nicholson de dos. Et en face de store vénitien baissé, etc. Donc tu as l'impression que le projet du film est déjà, dès la première scène, tu vois, c'est de mettre à mal un peu l'esthétique du film noir traditionnel. Et c'est très bien dit parce qu'il a voulu faire le film en noir et blanc, en couleur. Ils ont pensé à faire le film en noir et blanc au départ, bizarrement. Mais ils ont préféré le faire en couleur avec des optiques...
c'est l'écran large, hein, si je me souviens bien, quoi. Et c'est pas du tout, tu vois, un truc où ils essayent de reproduire un à la manière d'eux, de refaire le Faucon Maltais, tu vois. Même si le générique a un côté rétro, un peu comme ça, tu vois. La musique aussi. Et donc, tu as quand même une esthétique qui est une esthétique des années 70, c'est-à-dire filmer une histoire des années 30-40 avec une esthétique des années 70. Les costumes, tu vois, de Nicholson sont très clairs, tu vois, c'est toujours du beige, tu vois. T'as les maisons, souvent, sont très blanches aussi, tu vois. Donc, t'as une volonté d'aller vers la lumière, vers quelque chose d'éclatant, qui est pas ce qu'on voit dans les films noirs d'habitude. Dans les films noirs, c'est la pluie, c'est le mec avec tu vois, un imperméable. Enfin, là, il y a une espèce de volonté quand même, ce que De Palma fera après un peu dans Scarface, qui bizarrement a le même chef opérateur que Chinatown. Tu vois, mais même ce que fait Kubrick quand il emmène le film de fantôme dans un hôtel éclairé par des néons dans le Colorado voilà, aussi. c'est d'aller against type, tu vois, Voilà. c'est-à-dire de vouloir contourner ce qui se faisait à l'époque. Parenthèse pour John Alonzo, quand même, le chef-op, qui a remplacé Cortez, Ricardo Cortez, c'est ça Stanley Cortez. Stanley Cortez, pardon, qui avait commencé le film, qui est un immense chef opérateur, mais apparemment trop lent, et qui a été remplacé par Alonzo. Et Alonzo, c'était un comédien, un second rôle, qui jouait dans Les 7 mercenaires, un des paysans qui engage les mercenaires, et qui est devenu chef-op, un très grand chef-op, et qui a fait une longue carrière. Très peu de gens savent que c'était un des mecs qui engage les 7 mercenaires. C'est extraordinaire, parce que la lumière est magnifique, et comme tu disais, la musique de Jerry Goldsmith, et apparemment il a eu 10 jours pour faire la musique. Mais c'est toujours le cas au cinéma. T'as remarqué, Philippe, au cinéma, c'est toujours les musiciens ont très souvent très peu de temps pour faire la musique, et ils font quand même des temps. C'est normal parce qu'à moitié du temps, tu as une intervention extérieure sur la première projection du film, où tu as les producteurs qui se mettent à gueuler, où tu as tout le monde dit c'est pas ça, c'est pas bon, gna gna gna. Non, mais là, le mec se fait virer et il est remplacé par un type qui a très peu de temps pour travailler. Voilà, dans le cas de Chinatown, il y avait un compositeur qui s'appelait Philippe Lambro, qui avait été engagé par Polanski, parce que Polanski avait repéré sa musique dans un film et lui a quasiment proposé comme ça, est-ce que tu veux faire la musique de Chinatown? Et l'autre s'est mis au travail, tu vois, et a fait une musique qui est pas mal, qu'on peut trouver sur YouTube, je crois, donc un rejected score, comme on dit, mais qui est une musique pas mélodique, c'est-à-dire très dissonante, mais il y a quand même de la trompette aussi, il y a quand même quelques sonorités qu'on retrouvera après dans la musique de Goldsmith. Ils l'ont mise dans le film, il paraît que tout le monde était très content, Evans, Polanski, tout ça. Et Polanski est parti après faire une mise en scène d'opéra en Europe, et il en avait ras-le-bol, il voulait plus être sur ce film. Il paraît que Polanski est quand même un mec qui n'est pas très intéressé par la post-prod, c'est-à-dire que la musique... Moi, j'ai parlé avec 2-3 personnes alors j'en ai pas tellement parlé avec lui, mais avec 2-3 personnes qui avaient travaillé avec lui, qui disent que c'est un type qui a énormément de qualités, qui pourrait être cadré, qui pourrait presque éclairer à la place des... Mais il y a un truc qu'il a pas, c'est l'oreille musicale. C'est-à-dire qu'il paraît qu'il est pas très très calé en musique. Et qu'il a besoin d'avoir un musicien, tu vois, qui l'épaule et en qui il a confiance, tu vois, parce que lui, comme Christophe Comeda, comme Christophe Comeda, et souvent, la musique, il sait pas toujours bien repérer la musique qui va aller avec son film et tout ça, ce qui est un peu curieux, alors qu'il a joué Mozart sur scène. Alors qu'il a joué Mozart. Et c'est pas quelqu'un qui a chez lui 50 000 musiques de films, tu vois, alors que De Palma a chez lui des rayons entiers de CD, il écoute ça toute la journée pour s'imprégner, de voir quel compositeur il pourrait... avec et Friedkin, pour faire le troisième, et Friedkin. il a fait de l'opéra, il a dirigé les opéras, Friedkin. Polanski aussi, quoi. Polanski mais disons aussi, il paraît que lui, il était très content de la musique de Philippe Lambro, mais quand ils l'ont testé, alors qu'il n'était pas là sur des projections comme ils font aux États-Unis, là, des sneak previews, il paraît que dans les petites cartes qu'on donnait aux spectateurs, les gens disaient la musique est vraiment gênante, pas belle, machin, tout ça. Donc forcément, ils ont décidé de changer la musique, mais que Polanski n'a pas été consulté. C'est-à-dire que ça, c'est Robert Evans qui a tout de suite dit il faut aller voir Jerry Goldsmith,
qui est un type qui travaille vite. Et Goldsmith, effectivement, a fait la musique en une dizaine de jours, quoi. Tu vois. Et Polanski l'a découverte alors que tout était déjà mixé, tu vois, ce qui était un peu bizarre quand on sait la réputation quand même de perfectionniste que Polanski a. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment supervisé toute la post-prod, quoi. Il faut quand même mentionner que ce fameux Philippe Lambro a écrit un livre après sur son métier, enfin sur sa carrière, qui s'appelle Close Encounters of the Worst Kind, tu vois. Il y a un chapitre sur Chinatown où il décrit exactement toute son implication dans Chinatown, exactement. Alors c'est sa version, hein, et c'est assez accablant pour Polanski, c'est-à-dire que parce qu'il a l'air d'en vouloir à Polanski de pas l'avoir défendu, quoi. D'avoir complètement laissé ça après dans les mains de Robert Evans, et il a été effectivement très très maltraité après, quoi. Ils l'ont débarqué manu militari, mais ça c'est un peu le lot. Même des gens comme Georges Delerue, même des plus grands compositeurs ont eu souvent des musiques qui ont été rejetées. C'est vrai. Mais Philippe, qui a bien connu Klaus Kinski, a eu un Klaus Encounters, en fait. C'est ça. C'est ça. En parlant de Klaus Kinski, il y a un acteur qu'on n'a pas cité du tout là, et qui a son importance, et qui joue, ça aurait pu être un rôle pour Klaus Kinski, c'est Polanski. Hello, Claude. Where'd you get the midget? Qui joue l'espèce d'homme de main armé d'un couteau à cran d'arrêt, qui appelle Nicholson Kitty Cat. Une espèce de rat, quoi. C'est une espèce de raclure. Habillé en blanc, qui marche complètement biaisé et qui est une espèce d'homme de main qu'on voit 2 fois dans le film et qui lui coupe le nez. They lose their noses. C'est un rôle assez marquant quand même parce qu'il se paye un gros plan de lui filmé par en dessous. Il a une tête épouvantable. Non, ouais, En plus, il accepte de se faire traiter de nain. Parce que l'autre le dit, what's up with the midget, tu vois ce que je veux dire? Et ça, il en a beaucoup souffert toute sa vie, et tout d'un coup, Je crois qu'il y avait un autre mec qui était prévu, quoi, et qui a pas pu venir, où il y a eu un problème. C'était pas Polanski qui devait le jouer au départ, et je crois qu'ils se sont dit, bon, allez, on va pas avoir le temps de faire un casting pour trouver un autre mec. Il a dû se dire, bon, comme il y a que 3-4 répliques seulement, je vais le faire, tu vois, quoi. Ouais. Alors, je sais pas si Midget était déjà dans le scénario avant que ce soit Polanski qui le joue, mais pas, non. je pense qu'il a suffisamment de recul pour pouvoir se moquer un petit peu de lui. Ou est-ce que c'est Nicholson qui s'est amusé à inventer ça? Mais oui, la scène est très marquante parce qu'il y a quand même cette scène où il fait sauter c'est la scène la plus gore du film, quoi, tu vois, surtout pour l'époque. Et en plus, c'est comme les dents dans Marathon Man, c'est-à-dire c'est un truc où on peut vraiment s'identifier, tu sais, ça fait penser à c'est comme des coupures en se rasant, oui, mais encore plus violent, quoi. Quand je parlais du truc où t'as un truc intact et l'autre altéré, t'as une narine intacte, t'as une narine coupée, tu vois, c'est tout fait partie comme ça de cette structure visuelle, ce motif. Pour la petite histoire, la cicatrice existe toujours dans The Two Jakes. Elle est discrète, mais elle est toujours là dans les gros plans. Tu la vois très bien, la cicatrice du coup de couteau de Chinatown. Mais ça, c'est la force quand même d'avoir une star comme Nicholson et de le payer le prix qu'on le paye et de lui cacher le visage pendant 45 minutes. Tu as vu, avec cet énorme bandage. Warren Beatty aurait sûrement pas accepté ça, Robert Redford non plus, tu vois. Et en même temps, on se rappelle de ça, tu vois. C'est pas évident d'avoir une vedette qui accepte d'être défigurée pendant quasiment la moitié du film, tu vois. Incroyable, et tu verrais qu'après, des gens comme Tom Hardy bâtiraient des carrières sur le fait d'avoir leur visage masqué pendant une partie du film aussi, tu vois. Il y a un film aussi de Lumet, je crois que c'était Le Gang Anderson, où Sean Connery a un masque sur le visage pendant facilement la moitié du film. Incroyable. On voit pas sa tête. Ah, c'est faux. Ça, c'est très spectaculaire. On peut parler brièvement de James Hong, extraordinaire acteur asiatique qui fait le valet, le majordome, tu vois, et qui revient dans The Two Jakes aussi. Ah ouais, et qui a traversé l'histoire du cinéma de Carpenter à toutes sortes de films de façon spectaculaire. Ouais. Excellent acteur. Ouais. You wait. Chao Hoi Kai Dai. Il y a une personne qu'il faut mentionner quand même aussi, hein, on l'avait mentionné aussi sur Rosemary's Baby, mais c'est quelqu'un qui a été très important sur Chinatown, c'est Richard Silbert, le chef décorateur, puisque Polanski est un mec en fait qui vivait un peu à Los Angeles occasionnellement, parce qu'en fait il faut quand même voir que quand il était avec Sharon Tate, il n'est pas resté très longtemps à Los Angeles et à Cielo Drive, c'était une maison qui était là pour être un pied-à-terre en fait, puisque son lieu de résidence principal c'était Londres, hein, et après le meurtre de Sharon Tate, il
il est allé vivre en Italie. Mais c'est pas un type qui était un résident permanent de Los Angeles. Donc c'est pas quelqu'un qui connaissait les décors de Los Angeles comme sa poche. Town et Silbert étaient des gens qui connaissaient très bien Los Angeles. Et c'est Silbert qui a trouvé tous les décors du film. Et qui a justement cherché aussi des maisons, comme la maison de Faye Dunaway dans Chinatown. Tu vois que quand, justement, cette fameuse scène où il vient chez Faye Dunaway qui frappe, quand t'as le majordome qui le fait attendre, puis que la porte qui se rouvre et tout ça. Et tu vois qu'en fait, la maison, il y a une espèce d'entrée, et après, il y a des marches pour accéder à une espèce de deuxième niveau. Tu vois que la maison est constituée en plusieurs niveaux, comme ça, comme l'histoire, en fait, hein, comme si t'avais le premier niveau, tu vois, c'est le détournement d'eau. Le deuxième niveau, c'est l'inceste. Donc, t'as cette espèce de structure du décor qui épouse un petit peu aussi la structure de l'histoire, tu vois, où on joue sur les différents niveaux, quoi. Et ça, c'est Absolument. un truc que Silbert avait amené, parce que c'est pas des maisons qui ont été construites pour le film, c'est bien sûr des maisons qu'ils ont utilisées. Et t'as des petites touches comme ça aussi. Moi, je me souviens toujours dans la même scène, quand Nicholson, il y a un petit temps d'arrêt comme ça de quelques secondes où il est obligé de patienter devant la porte avant que Faye Dunaway vienne. Et tu entends tout d'un coup, il entend un bruit, on ne sait pas ce que c'est, tu vois. Et quand il se retourne, il voit que c'est le screech du chiffon que l'absence d'eau. Voilà, qu'il est en train de nettoyer la voiture et que ça fait un bruit. Et ce qu'ils avaient voulu dans Town, il paraît qu'ils voulaient une scène où on puisse apprécier la qualité du silence qu'il y avait à Los Angeles dans certains endroits, et notamment chez les riches, comme ça, dans les canyons, ou je sais pas, là où il y a la maison de Faye Dunaway. Et donc, ça veut dire que tu es capable d'entendre un truc comme ça, tu vois, qui est très, très, un petit bruit. C'est vrai, mais alors aujourd'hui, tu l'entendrais peut-être plus. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est non seulement effectivement chez les riches, et il paraît qu'à cette époque, dans la rue, il y avait un parfum d'orange, parce qu'il y avait toutes les orangeries, etc. Donc c'est une époque révolue, et ce squish dont tu parles, c'est l'absence d'eau. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas d'eau, on parle quand même de l'eau, si tu vas à travers tout le film. Et ça m'a fait penser à Bruce Lee qui disait « Be water ». Et ça m'a fait penser après à Polanski qui enquête et qui met des lunettes dans la voiture de Bruce Lee, qui prend les lunettes de Bruce Lee pour vérifier si c'est pas celles qui ont été trouvées sur... Ce qui est rigolo, c'est que juste avant que Faye Dunaway arrive, dans une autre scène, hein, là, il voit le fameux plan d'eau, tu sais, d'eau salée, là, où il y a le mec qui lui dit Bad for glass. Yeah, sure. Bad for the glass. Bad for glass, et lui comprend glace, alors qu'en fait, le mec veut dire grasse, tu vois, mauvaises herbes. Et tu vois qu'à un moment, il remarque un truc dans l'eau, et il va pour le prendre. Et c'est là que Faye Dunaway arrive et l'empêche de prendre le truc qu'il a vu. Et c'est qu'il avait déjà vu les lunettes, tu vois. Donc incroyable. Il a été à 2 doigts de trouver le truc, tu vois. Et ça, c'est pas mal. Tu te dis qu'il avait déjà vu quelque chose, tu vois. Donc ça permet de pas que la résolution, quand il trouve le truc, ait l'air de tomber du ciel, tu vois. Donc c'est quand même vachement bien foutu, quoi. Très bien scénarisé, tu parles. Mais tu savais qu'il y avait également une prequel qui était prévue en série télé par Fincher sur les aventures de Gittes jeune. C'est toujours d'actualité, hein. C'est pour Netflix. Et il paraît qu'il y a aussi un projet sur The Big Goodbye, donc l'extraordinaire livre de Sam Wasson, mis en scène par Ben Affleck. Ouais, il paraît, mais je sais pas. Moi, j'avais demandé à Polanski s'il était au courant. Il m'avait dit oui, mais j'espère qu'ils feront jamais. J'ai pas envie de voir ça. Tu vois. Donc, ça a pas l'air encore d'être complètement. Enfin, ça a pas l'air du tout en tournage ni rien. Hein. C'est un projet comme il y en a 50, tu vois. Mais je sais pas. Je pense que ça peut être qu'une série aussi, parce que les gens, ça peut être comme The Offer, tu vois. Je pense qu'ils essayent peut-être de faire le même genre de série que The Offer, tu vois, sur le making of du Parrain. C'est possible. Pendant Chinatown, il s'est pas passé des choses aussi dramatiques que pendant Le Parrain, où t'avais la mafia, machin, tu vois. Non, c'est vrai, mais Philippe, je pense qu'un des clashs qui est arrivé entre Town et Polanski, c'est qu'en fait, quand Town a écrit son scénario, c'était une lettre d'amour à Los Angeles, justement à ce temps révolu où les rues sentaient l'orange, alors que Polanski, lui, il arrive avec son souvenir terrifiant de Los Angeles, et il teinte la chose et il amène cette ambiance malsaine à travers tout le film, en fait. Ouais, c'est ce qui crée cette espèce de dualité permanente dans le film. Ouais. C'est très beau et c'est très horrible en même temps. C'est ça, voilà. La personnalité de Polanski, tu la retrouves dans certaines scènes. Alors, je sais pas si elles étaient écrites comme ça avant qu'il arrive, mais par exemple, quand ils vont dans l'espèce de maison de retraite, tu sais, là... You're looking at the owners of a 50,000 acre empire.
They can't be. Ouais. Il y a tous les mecs en fait qui servent de prête-nom à, tu sais, tous les retraités là où ils se tabassent avec le type. Bah ça c'est vraiment une scène, tu vois, où tu retrouves presque des personnages, les voisins du locataire ou les voisins de Rosemary's Baby un peu, tu vois, c'est bien les sûr. vieux un petit peu à la Mais manière de Noah Cross est vieux. Les méchants sont toujours vieux à cette époque dans ces films. Tu sais, c'est les années 70. Ouais. Et dans cette scène où Faye Dunaway reçoit ses gifles, elle a demandé est-ce qu'on la gifle vraiment pour être dans le personnage. Mais ça, c'est incroyable parce qu'elle joue très très bien. Mais c'est-à-dire qu'elle pouvait pas arriver à atteindre cette hystérie sans avoir une... Ça m'étonne un peu parce que d'abord, quand tu prends des baffes comme ça à répétition et sur plusieurs prises, tu finis avec la tronche enflée et rouge, ce qui n'était pas le cas. Et puis il y a cette fameuse histoire du cheveu que tout le monde connaît, que Polanski avait arraché un cheveu qui brillait dans la lumière et qu'elle a fait une horrible crise de nerfs, etc. Donc ça veut dire que c'était pas quelqu'un qui aimait beaucoup être touché, être malmené, etc. Donc bon, les vrais baffes, je veux bien, mais je sais pas, si tu as déjà pris 10 baffes d'affilée à tout Ce qui s'est voler... passé dans la scène là dont on parle là quand il lui file les claques, c'est que c'était pas écrit comme ça en fait. Hein. C'était écrit, il se parlait et elle commençait à lui avouer tout le truc pendant la conversation quoi. Et ils se sont rendus compte que ça faisait faux quand ils ont répété, ils ont vu qu'il y avait un truc qui marchait pas et ils se sont rendus compte qu'il y a un secret aussi lourd que ça, c'est-à-dire d'avouer que tu as quand même été par ton père et que ton père t'a fait un enfant, tu vois, c'est quand même un machin. Et ils se sont dit, ça peut pas être quelque chose qu'elle sort spontanément, ça doit être arraché, si tu veux. Donc c'est là qu'ils se sont dit, il faudrait qu'il la tabasse pour faire sortir ça, tu vois, comme si c'était un suspect que tu interroges et qui veut pas dire la vérité, tu vois, quoi. Donc ils ont eu cette idée-là en croyant que chaque fois elle disait un mensonge et que l'autre devait la tabasser pour lui faire dire la vérité. Et ça a donné cette scène, tu vois, qui est quand même assez incroyable. Et tu vois que lui, même il y a une sorte de défaut d'éclairage dans la scène parce que tu vois que Nicholson est dans l'ombre en fait, quoi, tu vois. Et en même temps, ça donne un côté parce qu'après il sort de l'ombre et t'as l'impression que il sort de l'ombre au moment où il entend la vérité. Si tu veux, il y a une espèce que par la lumière, il y a un truc qui illustre presque le sens de la scène. Un heureux accident, comme on dit effectivement, ouais. Claude Sauté avait dit un truc très marrant mais très vrai. Il avait dit quand tu arrives dans un scénario où une scène est bloquée, où tu sais pas comment la débloquer, tu sais pas comment l'écrire, mets une baffe. Ouais. Et c'est très... Bud Spencer avait dit la même chose. Ce qu'il faut voir quand même dans cette scène, quand t'es scénariste, c'est de se penser que l'économie d'écriture, c'est-à-dire que comment t'arrives quand on te dit, voilà, il va falloir que t'écrives une scène où le mec l'a fait avouer son secret, et tu te dis comment tu fais dialoguer un truc pareil, quoi. Tu vois, comment elle va lui avouer mon père m'a violé, machin, enfin tu peux te dire on peut partir dans des trucs, ça va. Et là tu regardes, mais il y a 3 phrases, quoi. C'est ma fille, ma sœur, my sister, my daughter, she's my sister and my daughter. Et là, tu vois l'autre qui le regarde comme ça, et elle ne dit que mon père et moi, est-ce que vous comprenez ou est-ce que c'est trop dur pour vous? C'est tout ce qu'elle dit. Aujourd'hui, t'as les mecs, mais je te dis, dans les chaînes de télé, mais même au cinéma, ils diraient, mais on comprend rien, les gens, ils vont pas comprendre, faut que t'en rajoutes, faut que tu fasses un flashback, tu vois, enfin, et tu vois quand même à quel point, finalement, à l'époque, on se contentait vraiment de dire l'essentiel en peu de mots. Aujourd'hui, il faudrait faire des tartines là-dessus, parce qu'ils se diraient, mais un machin comme ça peut pas être évoqué en 2 phrases, il faut vraiment qu'on voit comment le père se comportait quand elle était petite, comment elle a fui après au Mexique, tu vois. Ils auraient voulu carrément construire sûrement une séquence de flashback là-dessus, tu vois, quoi, qui est le cœur du film. Et ce serait probablement une série en streaming, donc faudrait amener beaucoup trop de choses et ce serait trop long. Oui, mais je pense qu'une des qualités de l'écriture, là, c'est ça, c'est-à-dire c'est d'arriver à faire que la révélation majeure du film, c'est-à-dire le point d'orgue, soit évoqué comme ça, presque de façon aussi expédiée, tu vois, quoi, et arriver à ce que ça soit il y a un moment de sobriété parfaite dans l'écriture, c'est quand Nicholson, après avoir appris la révélation, lui demande « Est-ce qu'il vous a forcé ?» Et elle répond « On comprend que c'est non, ce qu'elle dit, mais elle le fait pas, elle le dit pas, et elle le montre à peine. Mais on comprend. » C'est ça la force de Faye Dunaway, ouais. Et là, ce qui est drôle dans ce genre de film, enfin, en tout cas dans ce film-là, c'est-à-dire que c'est quand même avant la guerre, hein, c'est-à-dire ça se passe en 1937, qui est en même temps l'année de naissance de Jack Nicholson. Je sais pas, c'est peut-être une coïncidence, mais en tout cas c'est marrant. Et tu vois qu'en fait, c'est l'histoire d'un gars
en fait, le personnage de Gigi Gittes, qui est un type, en fait, un peu, bon, qui a vécu des choses compliquées à Chinatown. On comprend qu'il a sûrement été exposé à des choses pas terribles là-bas. Il a voulu s'en distancier. Et là, c'est devenu une sorte de dandy qui vit de filatures, de maris infidèles, de trucs un peu volages. Et tout d'un coup, ce gars va être exposé au mal absolu. C'est-à-dire, le personnage de Noah Cross représente ça. Hein. On a dit, c'est un peu le diable, c'est un peu tout ce qu'il peut y avoir de pire. Et c'est un personnage, en même temps, qui, même s'il a été à Chinatown, il a jamais été exposé à un degré de maléfique. C'est pas un mec qui était en Europe, donc il n'a pas été exposé après à la guerre. Ils ont pas, il est encore vierge presque par rapport au mal absolu. Si tu veux. Il y a une réplique fantastique dans The Two Jakes qui décrit bien le personnage, où quelqu'un lui dit que c'est un pauvre type corrompu, etc. Et il dit « Je sais que mon boulot n'est pas reluisant, mais dans cette ville, je suis le lépreux qui a le plus de doigts. » Ouais, c'est faux. Et aussi quand on lui dit qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez à Chinatown, le moins possible. C'est que c'est un type qui a toujours été une espèce de planqué, et comme tu dis, tout d'un coup cette espèce de tragédie le ramène à la vie, mais de façon terrible. C'est l'histoire d'un type qui se fait déflorer quand même, c'est-à-dire qu'il est défloré comme elle est par le mal, c'est-à-dire, et il en gardera des séquelles toute sa vie, parce que tu vois qu'à la fin, il n'arrive pas à coffrer le méchant, tu vois, il comprend que le méchant va s'en sortir sans problème, que même la gamine qu'il a eue avec sa fille, il va la prendre, tu vois. Enfin, c'est le méchant gagne quand même à la fin. Mais il est presque aussi catatonique qu'à la fin de Vol au-dessus des nids de coucou, t'as vu, parce que tellement il se rend compte qu'il peut pas gagner, comme tu dis. Et c'est un peu, tu vois, Eyes Wide Shut a un peu ça, mais alors toute proportion gardée, c'est-à-dire que quand Cruise apprend finalement que le milliardaire Sidney Pollack, qui est une sorte de gars un petit peu qui est le mal absolu, mais pas du tout. Tu vois, il lui dit en gros, ouais, on a tué cette fille, en gros, tu vois, mais de toute façon, elle allait, elle a overdosé, c'était une fille qui, il comprend qu'en fait, que pour ce type, la vie humaine n'est rien, tu vois, c'est-à-dire qu'il peut disposer de la vie d'une prostituée comme ça, et il fait rien après le personnage de Cruise, mais le Cruise n'est pas un flic, tu vois, mais tu sens que c'est un gars qui s'incline devant, il va vivre avec, c'est-à-dire il vit avec ce qu'il sait maintenant de ce type, mais voilà, quoi, tu vois, c'est des personnages qui n'agissent pas, quoi, qui ne sont pas des héros, quoi, au sens, parce que tu aurais pu voir un dénouement où Nicholson a le beau rôle, et je suis sûr qu'on a dû leur dire, non, mais il faut pas que ça se termine comme ça, tu vois, parce que là, c'est trop déprimant. Mais Nicholson, paraît-il, n'aimait pas la fin. Parce que justement, il aurait voulu. Mais c'est possible. Mais je pense, est-ce qu'on se souviendrait de Chinatown s'il n'y avait pas cette fin-là? Forget it, Jake, it's Chinatown. Je pense que c'est là que Polanski a raison, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une fin qui te secoue complètement, qui te paraît très injuste, qui te paraît cruelle. Sinon, si ça se termine par un happy end, bah, le public l'oublie, quoi, tu vois. Mais donc, le trajet de Gigi Gittes, tu vois, c'est ça. C'est un type qui, finalement, bah, est impuissant. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à coffrer le méchant. Il sait ce qui s'est passé. Il est exposé à un degré d'horreur qu'il soupçonnait pas. Mais il va falloir qu'il vive avec et savoir, c'est un film sur la futilité des bonnes intentions. C'est-à-dire, c'est ce fameux proverbe qui s'appelle No good deed goes unpunished, c'est-à-dire que si tu veux faire le bien, ça peut se retourner contre toi, quoi. C'est un peu ce qui vit lui, quoi. Tu vois. Mais ça, c'était assez nouveau à l'époque. Hein. C'était quand même un truc où dans les films américains, bah, généralement le méchant était puni, tu vois. Mais il y a quand même eu le Parrain avant, tu vois, où on voit le personnage de Michael Corleone aussi qui comme ça, qui passe de l'autre côté du miroir et qui commence à devenir un horrible type aussi, tu vois. Donc ça fait partie de l'ère Nixon, ça fait partie post-Vietnam. Enfin, faut replacer ça dans le contexte, tu vois. Absolument. This is Noah Cross, if you don't know. Evelyn's father, if you don't know. He's the bird you're after, Lou. I can explain everything, but just give me 5 minutes. That's all I need. Pourquoi aujourd'hui Chinatown est considéré, alors peut-être à tort, hein, je sais pas, moi je trouve pas, mais considéré comme le scénario parfait américain, tu vois, qui est étudié dans les écoles de cinéma. Au début, personne n'y comprenait rien, tu vois, tout le monde se demandait si cette histoire de détournement d'eau, ça allait passionner les gens, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme presque de l'horlogerie suisse, tu vois. Alors qu'il y a des tas de choses qui à l'époque étaient extrêmement audacieuses et qu'on n'avait jamais faites. C'est-à-dire un exemple, c'est en
fait, quand Nicholson commence son enquête au début, quand il doit suivre le fameux Monsieur Mulray, là, et tu vois, en fait, qu'il commence à suivre le mec en pensant qu'il est infidèle à sa femme, donc il le file. Et tu vois, en fait, il le voit aller dans des lieux improbables, attendre des heures, en plein milieu d'un gué asséché, tu vois, il le voit parler à un gamin sur un cheval. Et tout ça fait basculer le film dans une sorte de Twilight Zone, tu vois, où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on voit un mec, on sait pas ce qu'il fait, Mulray, tu vois. C'est-à-dire, on s'attend à ce qu'il aille dans une baraque sauter une nana, mais en fait, non. Tu le vois, il va dans des endroits désertiques et on voit qu'il attend des heures. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça fait basculer le film dans un truc un peu surréaliste et c'est surtout, qu'est-ce qu'il y a d'original là-dedans? C'est l'histoire d'un type qui est dans une enquête, mais qui suit un mec qui est lui-même dans une enquête. C'est-à-dire, tu vois, il y a une espèce de mise en abîme d'un gars qui suit un mec qui lui-même cherche quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc ça n'avait jamais été fait encore, si tu veux. Mais Philippe, il y a une grande tradition quand même, en tout cas pour moi, de films noirs où je comprends rien à l'intrigue. Je suis perdu chez Chandler. On retrouve ça chez le Big Lebowski aussi. Et c'est très compliqué, c'est très difficile de suivre ces intrigues très circonvolues, en fait. Les Cohen, par exemple, dans Big Lebowski, tu vois, qui ont toujours dit que c'était un pastiche de Chandler. Voilà. Ouais. En fait, ils assument complètement le fait qu'on n'y comprend rien. Exactement. Et dans les Cohen, ils arrivent au bout de la logique en disant non seulement on n'y comprend rien, mais c'est normal, puisqu'il ne se passe rien. Tu vois, dans les Lebowski, ils enquêtent sur l'enlèvement d'une gamine qui n'a jamais été enlevée. Ils montent tout un cirque autour de méchants qui gravitent autour de cette histoire, mais personne n'a rien fait, en fait. Ils sont tous partis sur un malentendu. Et cette histoire est complètement absurde. Et donc, il vit les films noirs de son sens. Chinatown, c'est pas comme ça. Je veux dire, non, pas Chinatown. Ça tient parfaitement. Tu comprends très bien ce que ça raconte. C'est pas le Grand Soleil où, effectivement, tu comprends rien. Ou Inherent Vice de Paul Thomas Anderson où tu comprends absolument rien. Même La Fugue d'Arthur Penn est un scénario plus compliqué à suivre que celui-là. C'est vrai. Mais cette scène où tout d'un coup Nicholson lui dit mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez tout l'argent du monde, vous pouvez manger les meilleurs mets, etc. Et l'autre lui dit The future, Mr. Gitz. The future. Le futur, monsieur Gitz, en écorchant son nom. Et ça, c'est incroyablement moderne, je trouve aussi, et très bien écrit une fois de plus. Parce que je pense que on n'a jamais vu des personnages aussi bien caractérisés, avec un dialogue mais aussi fort. C'est-à-dire, t'as des répliques de Chinatown qu'aujourd'hui ils sont passés presque dans le langage courant, tu vois. Donc c'est incroyablement bien dialogué. Et quand on parle de diable, on parle de diable pour du personnage de Noah Cross. En fait, ce qui est fantastique avec ce personnage, c'est qu'on comprend son but. C'est-à-dire, c'est pas un malade mental qui veut devenir le maître du monde. C'est un type qui a un but très précis, qui est pas seulement de gagner du pognon, mais effectivement devenir le maître de la région, devenir le dirigeant suprême, etc. Mais c'est pas pour des histoires triviales ou tu vois ce que je veux dire? C'est pas Blofeld, quoi. C'est un vrai méchant avec un vrai but. Et ça, c'est ça aussi qui est effrayant, et c'est pour ça qu'il gagne à la fin. Je pense que le côté structure infaillible du scénario, c'est Polanski qui a amené ça. Si tu veux. Le dialogue était ce qu'il était sûrement déjà, tu vois, mais ça devait pas être aussi bien structuré que ça. Parce que moi, j'ai des amis qui ont eu accès au scénario, en fait, avant que Polanski arrive, et qui disent que ça part dans tous les sens, que même dans le scénario de tournage, il y a des choses que Polanski a encore enlevées au montage, tu vois, donc, parce que ça aurait fait un film de 3 heures, tu vois, quoi. Comme cette émission, si on continue. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Chinatown le dise, ou qu'il se taise à tout jamais. Non, on a tout dit. Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage dans le Los Angeles des années 40, revue années 70. Philippe, je suis ton frère et ton fils, mais on se retrouve quand même très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Roman Lenhoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors Laurent Bachot, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, merci de votre attention. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinotown. Won't you take me to Chinatown? Won't you take me to Kinotown? C'est tout ce que j'ai aujourd'hui.